28 avril 1789, les gardes suisses et les gardes françaises du roi reçoivent l'ordre de réprimer l'émeute populaire qui s'est déclenchée dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. Mets-toi à genoux. Allez. Vas-y. Une répression aveugle. C'est là, les gars. C'est là. Venez voir. C'est Jonas qui ramène un blessé. C'est pas malheureux de voir ça. De retour dans le quartier Saint-Marcel, les manifestants sont sous le choc. Qu'est-ce que vous faites à pleurer, bande de débiles? S'en foutent de vos larmes. C'est des gens foutres, comprennent qu'un seul langage. On va pas se laisser faire. On va leur montrer. Marcel, Marcel. Non. Ah, pitié, non. Il est parti. Allez, les gars. Dans cette petite auberge, on sent que la France est en réalité au bord de l'explosion. Car la fusillade du Faubourg Saint-Antoine fait écho aux émeutes populaires qui se multiplient depuis plusieurs mois, du nord au sud du royaume. Mais alors que ces troubles de la faim et de la misère secouent la France, le roi, lui, semble bien plus préoccupé par le lancement de ses États généraux. Louis XVI vient de les convoquer pour imposer son autorité à la noblesse du pays qui conteste son pouvoir. Dans toutes les provinces du royaume, le roi a invité les 3 ordres qui structurent la société à désigner des délégués aux États généraux. Ces 3 ordres sont la noblesse, l'ordre privilégié qui monopolise les fonctions les plus prestigieuses, le clergé, qui, comme la noblesse, est exonéré de tout impôt, et le tiers-État, qui regroupe ces bourgeois, juristes et commerçants, qui payent l'essentiel de l'impôt et qui exigent maintenant un partage du pouvoir. Quant au peuple, il ne sera pas représenté par des délégués. Il est cependant invité à rédiger des cahiers de doléances. Tout à coup, le paysan, l'ouvrier comme le bourgeois du tiers-État sont unis pour dénoncer les inégalités dans le pays. Ils ne supportent plus que la noblesse et le clergé les écrasent de leurs privilèges. Le roi a ouvert un processus sans imaginer ce qui allait se passer. Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne est alors délégué du tiers-État pour la ville de Nîmes. Il convoque les États généraux en janvier 89, en décrétant que des cahiers de doléances permettront à tous les citoyens de participer à ce processus. Que font alors les gens? Ils se saisissent de cette opportunité pour exprimer leurs sentiments. Et quel est leur sentiment? Cela fait des siècles que la nation est soumise à des lois arbitraires qui pèsent à la fois sur la vie et la richesse des citoyens. Des citoyens qui, comme vous et moi, sont écrasés par les impôts, auxquels échappent les ordres tout-puissants de la noblesse et du clergé. Les gens veulent que cela change. En réalité, Louis XVI a convoqué ses États généraux pour forcer la noblesse à accepter le nouvel impôt qu'il veut créer. Alors, pour gagner son bras de fer contre cette noblesse qui ose le défier, le roi a besoin de la bourgeoisie du tiers-État dont il a doublé le nombre de délégués. Ils sont donc 578 du tiers-État à défiler dans les rues de Versailles, contre 271 pour la noblesse et 291 pour le clergé. Mais le 5 mai, quand Louis XVI ouvre solennellement les États généraux, sa stratégie se retourne contre lui. Nous étions très nombreux parmi les délégués à pressentir qu'il y aurait dans cette réunion une opportunité à ne pas manquer. Les délégués de la bourgeoisie sont pour la première fois majoritaires, à eux seuls. Et ils comptent bien en profiter pour imposer leurs exigences. Et la première d'entre elles, c'est le refus de la règle qui veut que les votes se déroulent par ordre. C'est-à-dire une voix pour le clergé, une pour la noblesse et une pour le tiers-État. Les représentants de la bourgeoisie exigent au contraire un vote par délégué qui leur donnerait la majorité. Et tant qu'ils n'obtiendront pas satisfaction du roi, ils vont refuser pendant plusieurs semaines de débuter les travaux.
Jonas Le Bihan, comme beaucoup de travailleurs modestes, ne croit pas que les événements qui sont en train de se dérouler à Versailles puissent changer quoi que ce soit pour lui, l'ouvrier des Gobelins. Il ne se sent d'ailleurs pas représenté par cette bourgeoisie du tiers-état, qu'il considère bien trop éloignée de ses difficultés quotidiennes. Bah, bien sûr qu'il faut qu'il gagne. Le tiers-état, il est de notre côté à nous, les gens du peuple. Arrête, sérieusement. Le roi les laissera jamais faire. Bah, moi, je te dis qu'ils vont réussir parce qu'ils ont raison. On n'en peut plus des taxes. Juste Coupigny est un brasseur réputé de Saint-Marcel qui, en tant que notable du quartier, a participé à la désignation des délégués du tiers-état. Moi, c'est bien simple, hein, entre celle sur le vin, le bois, ou même l'aventure, je m'en sors pas, moi. Je sais pas, franchement. On n'a jamais eu notre mot à dire et là, avec nos cahiers et nos députés, on va nous écouter. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à Réveillon, ils n'ont pas hésité à nous tirer comme des lapins. J'ai pas confiance. Mais c'est ton problème, ça, tu fais jamais confiance à personne. Il fait jamais confiance. Ouais, de toute façon, ils arriveront à rien sans les curés. Hein. Bon. Pas vrai, l'abbé? Il va faire quoi, le clergé, dans cette histoire? C'est paradoxalement le clergé qui va faire basculer le rapport de force à Versailles. Après plusieurs semaines de blocage, plusieurs délégués du clergé choisissent en effet de rejoindre la bourgeoisie dans sa fronde contre le roi. Tout à coup, les délégués du tiers-état ne sont plus seuls. Alors, le 17 juin 1789, ils prennent la décision inouïe de se constituer en Assemblée nationale, représentante du peuple français. Les délégués de la bourgeoisie et du clergé sont en train d'inventer la démocratie représentative qu'ils comptent bien imposer au roi et à la noblesse. Ce coup de force pousse Louis XVI à reprendre en main une situation qui est en train de lui échapper. Le 20 juin, le roi fait fermer la salle des États généraux pour empêcher la nouvelle assemblée de se réunir. Nous sommes stupéfaits. Alors à ce moment-là, il y a eu un peu de flottement. Et alors Bailly, le député de Paris, propose que nous nous rassemblions dans la salle du jeu de paume de Versailles. Puisque nous n'avions pas le droit de nous réunir dans une salle officielle, nous allions le faire dans une salle publique, d'habitude réservée aux sportifs. Nous sommes conscients de vivre un moment historique. Et tout à coup, dans cette salle qui résonne, la voix de Mounier s'élève et il demande que chacun prête un serment, jamais se séparer et rester réunis jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Ce serment, le 20 juin 1789, dans la salle du jeu de paume, entre dans l'histoire de France. Le peintre révolutionnaire David dessine alors le vent de la révolution à venir et glorifie cette Assemblée nationale, née de l'union entre le tiers-état et le clergé. Les délégués ne reculeront plus. Alors, quand 3 jours plus tard, le 23 juin, Louis XVI joue le tout pour le tout afin de mettre un terme à la rébellion, il va faire face à une révolte sans précédent dans l'histoire de la monarchie. Le roi a beau refuser de reconnaître l'Assemblée nationale, il a beau exiger que le clergé et le tiers-état retournent délibérer séparément, quand il quitte la salle, rien ne va se passer comme il l'avait imaginé. Nous sommes demeurés immobiles et silencieux sur nos sièges. Et une consigne avait été donnée le matin même à tous les délégués afin qu'ils restent dans la salle. Le grand maître des cérémonies royales était désemparé, il court prévenir le roi de la situation et il revient vers nous pour nous rappeler l'ordre royal de dispersion. Alors Mirabeau, notre bouillant collègue, emporté par sa fougue, comme toujours, a prononcé ces fameuses paroles que maintenant tous connaissent par cœur. « Dites à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous quitterons nos places que par la force des baïonnettes. » Nous étions comme pétrifiés par notre propre courage. Écoutez, ils ont refusé de sortir. C'est pas vrai. Je t'avais dit qu'il en était capable. Et là, ce vieux briscard de Mirabeau, avec sa tête de démon, répond à 2 braisés sans hésiter 1 minute. Dites à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Louis XVI est donc obligé de s'incliner face à l'union de la bourgeoisie et du clergé. Il reconnaît officiellement la nouvelle Assemblée nationale, pour le plus grand bonheur du peuple de Paris.
la situation des Français les plus modestes va peut-être enfin changer. C'est l'espoir de Gabrielle, la lavandière des bords de Bièvre. Gabrielle rêve d'offrir à son fils Jean-Jean un meilleur avenir que le sien. Elle qui, comme nombre des habitants du quartier, ne sait pas lire et ne peut compter que sur ses bras pour tenter de s'en sortir. Cette nouvelle Assemblée nationale représente peut-être une chance inespérée. Mais l'espoir des Parisiens sera de courte durée. Début juillet, Paris comprend que le roi n'a fait mine de céder que pour mieux préparer sa contre-attaque. Louis XVI rassemble tout à coup 20 000 soldats autour de Paris, dont plusieurs régiments allemands et suisses qui s'installent sur le Champ de Mars. Et lorsque le 12 juillet, le roi renvoie son ministre Necker qui plaidait pour un compromis avec l'Assemblée, la peur des Parisiens se transforme en panique. Dans les jardins du Palais Royal, c'est l'effervescence. Une révolution populaire est en train de se lever pour défendre la révolution politique des États généraux. Et c'est l'avocat Camille Desmoulins qui, à ce moment-là, joue un rôle crucial. Le 12 juillet, au Palais Royal, j'étais dans une colère noire. Pire, cette colère était en train de se transformer en désespoir. Alors, je me suis lancé. J'ai parlé avec mon cœur et j'ai presque crié « Citoyens, il n'y a pas un instant à perdre. Je reviens de Versailles. Monsieur Necker est renvoyé par le roi. Ce renvoi, c'est le tocsin qui sonne, une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ de Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une seule solution, courir aux armes et mettre des cocardes pour nous reconnaître. » Immédiatement, dans le jardin des Tuileries, puis place Louis XV, une foule se rassemble pour exprimer sa colère. Mais la manifestation est immédiatement attaquée par un régiment de dragons allemands qui charge, sabre au clair. Heureusement pour les Parisiens, ce 12 juillet, des régiments de garde française décident de défendre Paris plutôt que le roi. Et ils repoussent violemment un premier assaut des soldats allemands. Le lendemain, le 13 juillet, la révolution populaire prend plusieurs visages. Émeute de la faim à la maison Saint-Lazare, où le peuple des faubourgs pille un riche couvent. Insurrection place Louis XV, où la foule tente de récupérer de vieilles armes obsolètes dans un entrepôt royal. Et au même moment, à l'hôtel de ville, place de Grève, les délégués de la bourgeoisie parisienne créent, sous la direction de Jean-Baptiste Bailly, la Commune de Paris, qui recrute immédiatement plusieurs milliers de volontaires pour former une garde municipale armée. Les Parisiens s'apprêtent à entrer dans l'histoire. Ça va pas, Jean? Merci. Le 14 juillet 1789, au petit matin, les habitants de la capitale n'ont qu'une obsession, s'armer par tous les moyens pour pouvoir résister aux troupes royales. J'ai pris tout ce qu'on a trouvé, il y en a au moins un par personne. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, allez les gars. Pendant que l'on s'organise dans les faubourgs populaires, les volontaires de la garde municipale se dirigent, eux, vers l'hôtel royal des Invalides, où ils saisissent plus de 30 000 fusils et de nombreux canons. Dans le même temps, le peuple de Saint-Antoine se dirige vers la forteresse de la Bastille pour récupérer de la poudre à canon. La prison royale symbolise ce pouvoir militaire qui menace la nouvelle commune de Paris et qu'il faut impérativement désarmer. Ils sont des milliers à tenter de franchir les murailles qui protègent l'impressionnante forteresse. Le gouverneur de la prison, Delaunay, fait alors ouvrir le feu sur la foule. Des dizaines d'assaillants sont tués. Mais lorsque la nouvelle garde parisienne armée de canons vient prêter main forte aux assaillants, le rapport de force s'inverse
La première enceinte est franchie, puis l'assaut est donné. Évidemment, maintenant, on dit les héros. Mais sur le moment, on se disait pas ça. Il y avait les tonneliers, les menuisiers, les tailleurs, les cordonniers, tout le monde. J'ai même vu des curés en soutane. On s'est pas posé de questions et on y est allé. Mais une fois à l'intérieur, c'était sanglant. Il y a pas mal de gars qui sont pas ressortis. Moi-même, j'ai cru que j'allais y passer. Tiens, tu devineras jamais qui m'a sauvé. Athanas, tu sais, le gars qui voulait sauver son bureau des impôts. Bah, il était là, lui. Moi, je te jure, j'avais décidé de rentrer chez moi. Après l'histoire de l'octroi, j'étais furieux. Mais j'ai croisé Arsène le couvreur. Il portait un canon qui était 3 fois plus gros que lui, alors je lui ai filé un coup de main. Et je me suis retrouvé à la Bastille. Et quand la foule a enfoncé les portes, j'y suis allé aussi. C'est comme si une colère que j'avais gardée au fond de moi, tout d'un coup éclatait. Je me reconnaissais plus. Et j'ai voulu partir, mais je me suis retrouvé dans un couloir et je trouvais plus la sortie. C'est là que je suis tombé sur Jonas. Et dans ce couloir, c'était l'horreur. Ils s'étaient tous fait prendre comme des rats. C'est un miracle qu'on s'en soit sorti. Après plusieurs heures de violents combats, Delaunay fait hisser le drapeau blanc. La foule se saisit du gouverneur parce qu'il a fait tirer sur le peuple. Il est conduit place de Grève, devant l'hôtel de ville, où il est lynché et décapité. Sa tête est symboliquement portée sur une pique pour bien signifier que le peuple de Paris est désormais maître de la ville et qu'on ne lui volera pas la révolution qui vient de débuter. Cette fois, Louis XVI est bien obligé de rendre les armes. Le 17 juillet 1789, le roi vient à l'hôtel de ville pour recevoir symboliquement des mains du nouveau maire, Jean-Baptiste Bailly, les clés de la capitale. Après avoir cédé devant l'Assemblée nationale, le roi est maintenant forcé de reconnaître la Commune de Paris. C'en est terminé de la monarchie absolue. Le roi va devoir partager son pouvoir. La France bascule dans une monarchie constitutionnelle, symbolisée par la nouvelle cocarde tricolore que Bailly offre au roi. Le bleu et le rouge, couleur de Paris, sont associés au blanc, couleur de la monarchie française. Mais cette capitulation du roi n'apaise pas le royaume, qui est soudainement pris de fortes convulsions. Dans les campagnes du pays, une grande peur populaire se propage pendant l'été. On craint une attaque des princes de la noblesse en exil. On croit que des milliers de brigands à la solde des nobles vont ravager le pays. La peur se transforme en colère contre les seigneurs et leurs châteaux, qui incarnent cet ordre ancien dont le peuple ne veut plus. À Versailles, ce sont maintenant les délégués des 3 ordres, noblesse comprise, qui forment la nouvelle Assemblée nationale en charge de la direction du pays. Face à la révolte populaire en cours, les députés discutent fiévreusement des mesures à adopter. Quand dans la nuit du 4 août 1789, ils vont tout à coup prendre une décision historique, comme le raconte Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne. Un député de la noblesse, M. de Noailles, a pris la parole et il nous a dit « Avant de vouloir rétablir l'ordre, il faut détruire la cause du désordre. » Et cette cause, c'est l'injustice fiscale. C'est ainsi que nous avons vécu cet événement où en une nuit ont été abolis tous les privilèges. Quel beau spectacle de voir la noblesse et le clergé renoncer à la tribune, à tous leurs anciens droits de chasse, de pêche et à toutes ces servitudes qui écrasaient les gens des campagnes. Pendant cet été 89, l'ordre politique ancien, fondé sur les inégalités, va voler en éclats. Le 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Et le 26 août, l'Assemblée adopte une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est quoi qu'ils ont écrit? Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droit. L'article 2 de la Déclaration précise que ces droits naturels et imprescriptibles sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La révolution populaire vient de se transformer en révolution citoyenne et démocratique. Pour la première fois de notre histoire, un texte vient sacraliser les droits de chaque citoyen, garantissant l'égalité entre tous les Français. Ceux qui n'avaient jamais compté ont tout à coup le sentiment d'exister pour la première fois. Cette révolution citoyenne, Paris va en devenir le laboratoire. Lorsque le 1er octobre 1789, un grand banquet est organisé à Versailles en l'honneur de nouvelles troupes arrivées des Flandres, le journaliste Gorsas, éberlué par ce qu'il a vu, en publie un compte-rendu dès le lendemain. Un article qui se diffuse dans toute la ville comme une traînée de poudre. La salle était illuminée comme dans les plus superbes fêtes. Les plus jolies femmes de la cour et de la ville formaient un tableau des plus attrayants et des plus enchanteurs. Pendant le dîner, cette noble assemblée a porté plusieurs toasts. Toast. Oui, j'ai appris à lire tout seul, moi. Plusieurs toasts. Au roi, à la reine, à Monseigneur le Dauphin, à toute la famille royale. Eh ben, c'est du joli, tiens. On dirait qu'on s'amuse bien au château, hein. Ah bah moi j'en étais sûre, on peut pas leur faire confiance. Quelques officiers, en versant du vin à leurs soldats, leur disaient « Buvez à la santé du roi notre maître, et n'en reconnaissez point d'autre. » Et à un moment, un officier a crié à l'Assemblée « Ah bah les cocardes de couleur ! Que chacun prenne la cocarde noire de la reine. C'est la seule que nous reconnaissons. » Eh ben il faut faire quelque chose. Mais t'as raison, il faut faire quelque chose. Mais quoi? Comprenez qu'ils nous méprisent complètement? Comprenez? Quatre jours après le banquet de Versailles, le 5 octobre, des milliers de femmes en colère, parce que Paris manque de pain, se rassemblent sur le parvis de l'hôtel de ville. Les responsables de la commune de Paris voient là une opportunité à ne pas manquer. Et si les femmes se rendaient en cortège à Versailles pour exiger du roi non seulement du pain, mais surtout pour qu'il signe enfin les ordonnances abolissant les privilèges. En même temps, c'était malin, cette idée. C'était trop dangereux pour les hommes, ils seraient fait tirer dessus. Bah alors, on s'est organisé. Moi, j'ai mobilisé toutes les femmes du quartier. En leur disant, est-ce qu'on va continuer à regarder nos enfants mourir de faim pendant que les autres s'empiffrent dans des bals somptueux? On avait tellement faim que rien ne pouvait nous arrêter. Des centaines de femmes se mettent en marche. La commune de Paris envoie la garde nationale pour les accompagner et force son chef, le général Lafayette, à se rendre lui aussi à Versailles, malgré ses réticences. Après plusieurs heures de marche, une délégation est reçue par le roi, qui fait de vagues promesses. C'est insuffisant pour les Parisiennes. Les femmes investissent alors l'Assemblée nationale, puis elles font le siège du château toute la nuit. Et au petit matin, la foule envahit les appartements de la reine. Plusieurs gardes du corps sont tués et décapités. Les manifestants ont une nouvelle exigence, que la famille royale revienne à Paris. Le général Lafayette comprend que la situation peut dégénérer à chaque instant. Il convainc alors la reine et le roi qu'il n'y a pas d'autre issue que de quitter Versailles. Et sous une salve de canon qui fête la victoire des Parisiennes, voilà la famille royale obligée de regagner la capitale. Louis XVI et Marie-Antoinette s'installent dans l'ancien palais royal des Tuileries. Un palais vétuste qui accueille aussi quelques jours plus tard l'Assemblée nationale dans la salle du manège. Je vois bien que Jonas, il se sent pas à l'aise dans ce rôle, mais j'arrête pas de lui dire de rester, qu'on en a bavé pour se faire accepter. S'il lâche maintenant, c'est le meilleur moyen de laisser Coupinier et les autres décider tout à notre place.
Si nous on abandonne, ce seront eux et eux seuls qui porteront les armes. Ouais, mais moi j'ai envie d'y croire. On l'a gagné notre révolution. Et c'est notre vie qu'on est en train de changer. Je voudrais bien emmener Jean-Jean à la fête de la Fédération et je me demandais si tu voulais bien venir avec nous. Moi? Oui. Il va y avoir beaucoup de monde, j'ai un peu peur qu'on se perde. Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. En juillet 1790, la France fête le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Sur le champ de Mars à Paris, on prépare une grande cérémonie qui se veut celle de la Concorde. Concorde entre tous les ordres, entre l'Assemblée et le roi, entre le peuple et ses nouveaux représentants. Et le 14 juillet, 100 000 spectateurs se pressent autour de l'Hôtel de la Patrie pour honorer la nouvelle monarchie constitutionnelle, au son d'un Te Deum qui marque l'union de l'Église catholique, de la Révolution et du roi. Une première fête nationale du 14 juillet qui se termine par une incroyable illumination sur la vaste promenade que l'on appelle les Champs-Élysées. Mais les mois suivants vont montrer que cette Concorde de juillet 1790 n'est en réalité qu'une façade. Car très vite, de graves fractures vont fragiliser l'édifice élaboré depuis un an.